Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire après cet été un petit peu particulier avec les circonstances qui sont les nôtres pour le moment. On avait pris une petite pause au mois d'août, on revient ici au mois de septembre pour cette série de webinaires mensuels, donc on va essayer de tenir le rythme et de vous proposer une fois par mois un webinaire gratuit donc sur Adobe Captivate. Alors à l'agenda d'aujourd'hui, nous allons voir comment on crée des jeux avec Adobe Captivate. Alors je vais vous montrer un projet que j'ai créé donc pour le Adobe e-Learning World et je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la phase de développement de ce projet. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais vous montrer 6 temps particuliers, donc 6 moments du développement de ce jeu. Et nous allons insister donc sur les 6 éléments qui sont ici sur la diapositive. Donc nous allons voir en quoi l'utilisation des thèmes, des modèles et des actifs de Captivate vont nous aider à mettre en place le look and feel de notre jeu. Ensuite, nous allons voir comment les états d'objets vont nous permettre de mettre en place de l'interaction, puisqu'un jeu, c'est quelque chose qui doit être hautement interactif. Ensuite, nous allons avoir une petite touche de JavaScript, ça c'est peut-être la chose la plus avancée que l'on fera aujourd'hui, histoire de pouvoir générer des nombres aléatoires. Donc, ça va nous permettre d'introduire quelque chose d'aléatoire dans notre jeu. Donc, c'est vraiment l'aspect ludique ici sur lequel nous allons travailler, avec une toute petite touche de JavaScript. Donc, pour ceux qui font du JavaScript, vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Pour les autres, eh bien, vous allez voir comment nous pouvons interfacer du JavaScript dans Captivate. Ensuite, nous allons créer une interaction glisser-déposer. Alors, j'aime beaucoup cette interaction et c'est pour ça que j'ai choisi dans ce jeu, parce que justement, c'est une interaction très engageante pour l'utilisateur. C'est quelque chose que les utilisateurs aiment beaucoup utiliser et c'est très indiqué dans le cadre de la création justement d'un jeu pédagogique avec Captivate. Évidemment, qui dit jeu dit points, donc on va avoir un système de points, on va devoir calculer les points, on va devoir noter les étudiants, entre guillemets, et puis nous allons terminer par le processus de navigation dans le jeu, comment nous pouvons mettre tout cela en place et comment nous pouvons proposer une expérience utilisateur au niveau de nos jeux. Voilà, je crois que j'ai terminé, oui, ça c'est la suivante pour la fin du webinaire, donc je vais passer maintenant sur mon partage d'écran. Voilà, dans quelques instants, vous devriez voir mon écran. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran, si vous êtes présent, si vous pouvez juste me dire dans la conversation que mon écran est bien visible. Voilà, super, j'en profite pour vous dire un petit bonjour à tous, puisqu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route, donc bonjour à tout le monde. Voilà, donc voilà le jeu avec lequel nous allons travailler. C'est un petit jeu de mathématiques, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais tout de suite vous le montrer. Donc je vais ici me rendre dans mon navigateur. Oui, alors ici je suis sur elearning.adobe.com. Donc c'est un site que je vous conseille vivement d'aller regarder. Vous avez ici les projets gratuits et EL World, donc le e-Learning World. C'est là que vous allez retrouver toutes les sessions du e-Learning World. Et alors, je vais vous montrer également la session que j'ai moi-même donnée donc, durant ce e-Learning World. Ici, Learn how to create e-learning games. Et donc, si vous cliquez sur ce petit encart ici, eh bien, vous allez en fait pouvoir voir ou revoir l'enregistrement en anglais de la session. Et puis ici, surtout, vous avez un lien qui va vous permettre de télécharger le fichier d'exemple, c'est-à-dire le fichier avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site pour télécharger ici le fichier CPTX, le fichier Captivate. C'est en fait le fichier que j'ai ouvert ici, ça s'appelle mathgame.cptx. Et c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, on va regarder tout de suite la version finale de ce projet. Donc, je vais lancer ceci. Voilà, une petite animation, un petit bouton, rien de bien compliqué. Ici, nous avons une diapositive avec les règles du jeu. Donc, jusqu'à présent, rien de compliqué non plus. Et puis, nous allons, vous voyez, démarrer le jeu. Alors, c'est ici que ça commence à devenir intéressant, puisque nous avons ici un premier calcul. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les nombres que vous avez ici, sont des nombres qui sont choisis de manière tout à fait aléatoire. Ce sont des nombres entre 1 et 10. Donc, à chaque fois que je vais revenir sur cette diapositive, je vais avoir un calcul différent. Pour répondre à la question, je dois tout simplement prendre ici le nombre et le glisser. Voilà, 2 plus 7, ça fait 9. J'appuie sur Submit et chouette, j'ai bien répondu. Donc, j'ai un point, je continue. J'ai ici une deuxième variation. Vous voyez que je ne dois plus mettre la réponse ici après le symbole égal, mais je dois mettre la réponse ici au milieu. Donc 2 plus 4, dans ce cas-ci, ça fait 6. Submit, chouette, j'ai un point en plus. Hop, ça me fait 2 points. Et vous voyez que mon score ici est en train de grimper également
petit à petit. Et puis ici, j'ai une troisième variation de mon calcul, puisque vous voyez maintenant que la réponse, eh bien, je dois la donner ici avant le symbole plus. Donc, ici, 1 plus 3, ça fait 4. Voilà, donc chouette, j'ai 3 points. Et là, vous constatez deux choses. D'abord, je suis revenu sur la première variation de mon jeu. Donc, j'ai de nouveau ici la réponse à donner après le symbole égal. Donc, j'ai en fait 3 variations dans mon jeu, 3 variations de mon addition. Et puis, si vous regardez bien le score, j'ai ici la petite aiguille qui commence à monter pour me dire que mon score est en train d'évoluer. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu dans le jeu parce que le jeu ici s'adresse à des enfants, hein, puisque vous avez ici des opérations mathématiques qui sont assez simples, hein, donc on va dire des enfants de 6-7 ans. Ces enfants de 6-7 ans, eh bien, ils ne sont pas toujours, ils ne savent pas encore toujours bien lire, ils ne savent peut-être pas encore toujours ce que veut dire 3 sur 10, 2 sur 10, etc. Donc, on a ici une autre façon d'exprimer le score qui est beaucoup plus visuelle et que ces enfants vont pouvoir comprendre. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le petit bonhomme qui rigole et qui est tout en vert, évidemment. Alors, si je désire changer ma réponse, par exemple, et si je réponds mal, vous voyez que j'ai un bouton Change Answer, ça remet ici l'élément à sa place, et donc je vais pouvoir répondre convenablement comme ceci. Voilà, changer ma réponse. Et donc j'ai ici 4 points. Alors Dominique nous dit, si je me trompe, il est possible de reprendre le chiffre pour en mettre un autre. Ben oui, c'est ce qu'on vient de voir. Donc on peut effectivement changer sa réponse comme cela. Alors si je réponds mal, donc ici je vais donner une mauvaise réponse, eh bien vous allez voir que j'ai un feedback qui est différent. Hein. Donc on me donne ici la réponse qui était attendue. Et je n'ai pas de points, évidemment, supplémentaires. Hein. Alors, je vais aller ici au bout de mon petit projet. Voilà, 3 plus 8, ça fait 11. Hop, voilà, j'ai 6 points. Vous voyez que la petite aiguille continue de monter. 1 plus 4, ça fait 5. Voilà. Je crois que si je ne fais pas l'imbécile, je devrais arriver à 9 sur 10, puisque je me suis trompé une fois. Oh là là, ça c'est un difficile. 9 plus 8, eh bien, ça fait 17, voilà, on y est. Donc j'ai 9 sur 10 et vous voyez que j'ai terminé, donc mon score final est de 9 sur 10. Je suis arrivé à mettre la petite aiguille dans le bonhomme qui rigole, donc c'est très bien. Et là, vous voyez que j'ai le choix soit de terminer le jeu ou bien de démarrer un nouveau jeu. Et donc là, je reviendrai à 0, etc. Donc ici, je vais cliquer sur Exit Game. J'ai terminé ici le jeu. Vous voyez qu'on me dit merci avec une petite outro, comme ils disent en anglais, donc une introduction à la fin. Donc voilà le jeu avec lequel nous allons travailler. Ça vous plaît? Ça vous botte, ce petit jeu? Si vous voulez réagir dans la conversation, n'hésitez surtout pas. Donc voilà le projet final que vous pouvez donc télécharger sur le site e-learning.adobe.com. Voilà. Alors, comment a-t-on fait pour mettre tout ça en place? Dominique me dit, Change Answer change seulement la dernière réponse. Oui, ça c'était un petit bug effectivement, Dominique, dans le jeu, que je ne suis pas encore parvenu à résoudre. On peut mettre effectivement plusieurs nombres sur le même, sur la forme qui se trouve ici. Voilà, c'est un chouette défi peut-être, trouver le moyen de résoudre ce dernier petit bug qui resterait ici. Alors, comment va-t-on mettre tout cela en place? Eh bien, première chose, j'ai ici une version de mon jeu où j'ai mis en place les différentes diapositives dans Adobe Captivate. Donc, dans cette version du jeu, je n'ai encore aucune action, je n'ai encore aucune variable, je n'ai encore aucun élément aléatoire. J'ai simplement mis en place des images, des boutons. Donc, ce sont tous des objets tout à fait standards d'Adobe Captivate, y compris ce que vous avez ici. Nous avons le 0 qui est une image, nous avons le plus qui est encore une autre image. En fait, nous avons ici une série d'images et de formes qui sont agencées. Donc, je dirais que ce n'est pas plus compliqué que du PowerPoint. Hein. C'est simplement aligner une série d'éléments les uns avec les autres. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine uniformité au niveau du look and feel ici donc au niveau, je dirais, du design de ce jeu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous rappelle qu'on s'adresse ici à des enfants, donc on a besoin d'avoir quelque chose qui est visuellement attrayant et qui va justement nous permettre, par exemple ici avec du texte qui est mis en couleur, avec un grand contraste entre le fond et l'avant-plan pour permettre à ces enfants de lire, avec un minimum de texte puisque ces enfants de cet âge-là ne savent pas forcément lire de manière
de manière fluide. Et donc, voilà, nous avons ici plusieurs petites choses auxquelles il faudra penser si vous voulez justement faire des jeux pour ce type d'audience. Alors, pour pouvoir arriver à ça, moi je ne suis pas designer, donc je me suis aidé de certains outils. Et le premier outil que j'ai utilisé, c'est tout simplement Adobe Stock. Alors, Adobe Stock, c'est une banque d'images que vous avez en ligne. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de votre abonnement Captivate, malheureusement. Donc, si vous voulez profiter d'Adobe Stock, c'est quelque chose qui vient en plus. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai utilisées ici sur Adobe Stock. Donc, j'ai tapé simplement une petite recherche sur le mot nombre. Et quand je fais cela, eh bien, Adobe Stock va me donner voilà, une série d'images qui répondent à ce mot-clé. Ce qui est super intéressant, c'est que nous avons ici sur le côté une série de filtres qui vont nous permettre d'affiner notre recherche. Donc ici, je vais dire, tiens, j'ai envie de n'avoir que des images, je ne suis pas intéressé par des vidéos ou des éléments 3D. Voilà, j'espère que ma connexion ne va pas me laisser tomber. Voilà. Ce qui m'intéresse, ce sont des photos, ce ne sont pas des illustrations ou des vecteurs. Et puis, surtout, ce qui m'a sauvé la vie ici, c'est le filtre que nous avons ici, les couleurs vives. Donc, je vous rappelle que je m'adresse à des jeunes enfants, donc j'ai besoin ici d'avoir des couleurs très vives. Donc, j'ai mis ce filtre à fond ici sur la droite, avec des couleurs vives très, très élevées. Et donc, grâce à ces filtres, eh bien, j'ai pu trouver assez facilement les images dont j'avais besoin pour réaliser ici ma petite expérience. Okay, donc, je voulais vous montrer ceci parce que il existe des tas de sites gratuits. Vous pouvez trouver des images libres de droit, mais c'est la première fois que je trouve sur un tel site des filtres d'une telle précision. Et ça, c'est peut-être assez intéressant si vous faites de l'e-learning, je dirais, à un niveau professionnel. En tout cas, c'est assez intéressant d'aller chercher dans des banques d'images de ce type-là, même si elles sont payantes, même si ça demande un petit investissement. C'est pas extrêmement cher. Je crois que je paye une histoire comme 25 € par mois pour pouvoir accéder à je ne sais plus combien d'images. Donc je dirais que c'est pas encore extrêmement exagéré. Ah, voilà les images qu'on attendait, et vous allez retrouver ici eh bien, des images qui ressemblent déjà très fort à celles que j'utilise. D'ailleurs, regardez, celle que j'ai ici, l'image qui est ici, c'est celle que j'utilise dans mon projet comme image de fond pour mes diapositives. Donc j'ai fait quelques petites recherches ici sur Adobe Stock pour trouver toutes ces images. Alors la deuxième chose que j'ai fait dans Adobe Captivate, regardez, vous retrouvez ici cette image en arrière-plan, eh bien c'est que j'ai été au niveau de mon thème, et j'ai été voir les propriétés du thème. Et là, je vais pouvoir changer le jeu de couleurs. Donc ça va m'aider énormément à choisir la couleur de différents éléments, la couleur du texte par exemple sur la diapositive numéro 2, ou la couleur des messages de feedback que nous avons ici sur les diapositives 3, 4, 5. Donc pour avoir une certaine uniformité là-dedans, eh bien j'ai été choisir ici, j'ai été changer le thème de couleur. Vous voyez que j'ai créé un thème de couleur que j'ai appelé Math Game. Et de nouveau, comme je ne suis pas designer, je ne suis pas quelqu'un qui est très fort dans le fait de trouver comme ça des couleurs qui vont bien ensemble, eh bien, je me suis servi de ceci, de Adobe Color. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement gratuit, donc vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Adobe Color, donc à l'adresse color.adobe.com, eh bien, ça vous permet tout simplement de trouver les couleurs qui vont bien ensemble. Donc, vous allez ici choisir dans la roue de couleur une couleur, et vous allez voir que le site, eh bien, vous permet de choisir des couleurs qui vont bien ensemble selon, vous voyez, une série d'algorithmes qui sont disponibles ici sur le côté. Alors, ce que j'aime beaucoup avec Adobe Color, c'est la fonction qu'on a ici au-dessus, extraire le thème. Là, regardez ce que j'ai fait. J'ai tout simplement été chercher l'une des images. Voilà, donc c'est ceci. J'ai ici Original Assets, voilà. Donc, j'ai été chercher une des images que j'ai, je pense que c'était celle-ci, que j'avais téléchargée depuis Adobe Stock, et je l'ai tout simplement glissée ici sur Adobe Color. Et donc, voilà ce qui se passe. Vous voyez que le site va tout simplement analyser l'image pour retrouver les différentes couleurs dominantes ici dans cette image. Alors à partir de là, ça devient assez simple, puisque ce que j'ai fait,
c'est que j'ai tout simplement mis Adobe Color d'un côté, puis j'ai mis Adobe Captivate de l'autre. Je vais annuler ceci pour pouvoir réduire un petit peu la taille de la fenêtre ici de Captivate. Voilà. Et puis je vais retourner dans Thème, Propriétés du thème, Modifier. Et alors regardez ce que j'ai fait. J'ai tout simplement cliqué ici sur la couleur. J'ai pris ma petite pipette et j'ai été tout simplement sélectionner ici les différentes couleurs. Alors en fait, ce n'était pas tout à fait la même image que celle que j'ai utilisée, mais vous avez ici l'idée de base. Hein, donc vous retrouvez ici les couleurs de mon thème. J'ai simplement été cliqué sur ma petite pipette. J'ai cliqué ici sur la couleur. Et donc, j'ai pu comme ça récupérer les 5 couleurs de base qu'Adobe Color m'a données. Pour les autres couleurs, eh bien, je suis retourné sur la roue chromatique, ici, et j'ai tout simplement passé en revue les différents algorithmes. Et donc, petit à petit, j'ai retrouvé ici différentes couleurs complémentaires. Par exemple, j'ai retrouvé ici du violet, j'ai retrouvé des espèces de brun. Et c'est ça qui m'a permis de mettre en place les couleurs 6 à 10 ici de mon jeu de couleurs. Et donc, grâce à ces deux services en ligne, donc Adobe Stock et Adobe Color, eh bien, j'ai pu mettre en place mon jeu de couleurs et j'ai pu mettre en place mon look and feel général, je dirais ici, dans ce jeu. Alors, c'est pas anodin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un jeu éducatif, c'est pas uniquement de la pédagogie, c'est pas uniquement de la logique et de la programmation, c'est également une expérience utilisateur. Et donc, dans ce cadre-là, le fait d'utiliser des images attrayantes, des couleurs vives qui sont adaptées à votre audience et qui vont donner envie à ces enfants d'interagir avec ce jeu, eh bien, c'est quelque chose auquel vous devez également réfléchir. Hein. Rappelez-vous que Captivate est un outil de cours en ligne, donc nous faisons finalement de la pédagogie. Donc, c'est très important, évidemment. Moi, je considère que la pédagogie, c'est l'une des disciplines de la communication. Donc, finalement, le design d'une expérience utilisateur, le choix d'une couleur, ça fait partie finalement de la communication et donc de la pédagogie également. En tout cas, c'est mon opinion sur le sujet. Je ne sais pas si vous voulez réagir, n'hésitez pas dans la conversation. Hein. Je peux voir la conversation pendant que je vous partage mon écran, donc on peut réagir en temps réel. Donc voilà la première étape ici. Il s'agissait tout simplement de mettre en place ces différents éléments et je dirais que c'est du Captivate de base ou du PowerPoint de base. Alors ensuite, je suis passé à la deuxième étape. Et à la deuxième étape, j'ai préparé les interactions dont on va avoir besoin ici dans le jeu. Alors, les différentes interactions, eh bien, elles commencent avec ces deux images que nous avons ici. Donc, rappelez-vous qu'on va choisir les nombres de manière aléatoire. Et donc, on va devoir afficher les nombres choisis ici au niveau de ces deux éléments-là. Alors, pour ça, je me sers des états d'objets dans Captivate. Donc, dans Captivate, on peut, pour chaque objet, définir différents états. L'état que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'état normal, mais regardez, j'ai défini pour cette image différents états, l'état 1, l'état 2, l'état 3, etc. Et puis j'étais jusqu'à 10. En fait, j'étais jusqu'à 9 ici parce que ça va me permettre de vous montrer comment on réalise ce genre d'état. Donc j'ai ici un bouton qui s'appelle la vue de l'état, qui va me permettre de voir les différents états de cet objet. Donc j'ai ici différents états qui vont de 0 à 9 pour le moment. Je vais réaliser l'état 10 devant vos yeux ébahis, je l'espère. Donc je vais créer ici un nouvel état. Je vais cliquer sur ce bouton, nouvel état. Ce nouvel état, je vais l'appeler 10, donc c'est l'état numéro 10. Et donc je vais retrouver ici mon image, c'est-à-dire l'état normal, qui se trouve ici au-dessus, l'état par défaut de mon objet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous insérez une image dans Captivate, eh bien, vous insérez en fait deux choses. Vous insérez un cadre, vous insérez ce qu'on appelle en anglais une frame, et puis vous allez charger une image à l'intérieur de ce cadre. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont un petit peu aguerris en HTML, mais si vous faites de l'HTML, vous avez ici l'idée de la balise IMG de l'HTML, donc qui définit un espace sur une page à l'intérieur duquel on va charger une image. Et bien ici, dans l'état de cette image, je vais garder le même cadre, la même frame, je vais simplement charger une autre image à l'intérieur de cet objet. Et pour faire ça, regardez, je vais sélectionner ici mon image, je vais aller dans mon panneau des propriétés, et je vais cliquer sur ce bouton qui me donne le nom de l'image qui est chargée, donc 0.png. Je vais cliquer sur ce bouton, et je vais aller chercher l'image 10.png. C'est une image que j'ai réalisée à partir
des éléments que j'ai téléchargés depuis Adobe Stock. Hein. Donc, je clique sur OK, et voilà, j'ai donc ici l'état numéro 10 de cette image qui a été générée. Autrement dit, j'ai un objet, un cadre, à l'intérieur duquel je vais charger différentes images en fonction de l'état sur lequel je me trouve. J'espère que ça c'est clair, parce que c'est la clé de voûte finalement de ce qu'on va faire plus tard. Donc j'ai ici différents états pour mon image. Hein. Alors, je vais cliquer ici sur le bouton « Quitter l'état », voilà, pour vous montrer que j'ai fait exactement le même travail avec l'image d'à côté. Donc vous voyez qu'ici j'ai 10 états qui sont également définis. Et puis j'ai fait la même chose sur les deux autres variations. Donc j'ai ici la variation numéro 2, la diapositive numéro 4, sur lequel j'ai également défini les mêmes 10 états. Même chose pour l'image qui se trouve ici après le symbole égal. J'ai également une série d'états qui sont définis ici sur le côté. J'ai fait la même chose, je vais revenir sur ma diapositive numéro 3, j'ai fait la même chose pour cette image-ci. Donc rappelez-vous, cette image-ci, c'est une façon de montrer le score à l'étudiant. Eh bien, si je vais regarder la vue de l'état de cette image, regardez, c'est tout simple. Hein. J'ai tout simplement différentes versions de mon image. En fait, c'est chaque fois la même image, mais avec l'aiguille qui pointe vers une autre partie de l'image. C'est juste un petit travail dans Adobe Illustrator, ça pour repointer l'aiguille au bon endroit, et puis pour exporter différentes versions de la même image. Et donc, vous voyez que j'ai ici plusieurs états de cet objet, et c'est ça qui va me permettre, si vous voulez, entre guillemets, d'animer la montée de cette aiguille. En fait, il n'y a pas du tout d'animation, je vais simplement passer d'une image à l'autre, d'un état à l'autre de mon objet. Voilà, donc je vais quitter l'état également. Autre petite chose que j'ai fait dans cette phase de préparation, c'est que j'ai donné des noms à tous les objets de Captivate qui vont être impliqués dans cette interaction. Si je reviens ici sur ma diapositive numéro 3 et que je prends ce nombre-ci, regardez, je vais donner un nom ici au-dessus. Alors je l'ai appelé IMG V1N1. Alors ça veut dire quoi? Bien, IMG, parce que c'est une image, V1, parce que c'est la variation 1 de mon calcul, je suis sur la diapositive variation 1, N1, parce que c'est le nombre 1 de mon calcul, c'est le premier des deux nombres que je vais devoir choisir. Le nombre qui est ici, regardez, il s'appelle IMG V1N2. Ben, c'est toujours une image, hein, donc ça c'est le IMG. V1 parce que je suis sur la variation 1 de mon calcul, N2 c'est le nombre 2. Puis bien sûr, si je vais sur les autres variations, je vais avoir ici, ben, regardez, IMG V2N1 et ici IMG V2N2. Donc j'ai donné des noms à ces objets et j'ai respecté pour donner ces noms une convention de nomination. Alors cette convention de nomination, elle n'est pas finalement obligatoire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez donner à ces objets le nom que vous voulez. Vous pouvez même ne pas leur donner de nom du tout. Ce n'est pas obligatoire de donner des noms à ces objets dans Captivate. Vous allez voir que, étant donné qu'on va devoir programmer des interactions avec ces objets, eh bien ça va devenir hyper intéressant, quasiment indispensable même, de donner des noms à ces objets. Je dis indispensable sur le plan opérationnel, ce n'est pas indispensable sur le plan technique. Vous allez voir que ça va quand même vachement vous aider par la suite. Alors, j'ai établi une convention, et cette convention, elle me permet de faire deux choses. Un, elle me permet d'avoir des noms différents pour chaque objet. Donc, je ne vais jamais tomber deux fois sur le même nom grâce à cela. Ça, c'est quelque chose d'indispensable puisque vous ne pouvez pas avoir deux objets qui ont le même nom dans votre projet Captivate. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que cette convention de nomination me permet de faire, eh bien, c'est rien qu'en regardant le nom de cet objet, je sais exactement quel est son rôle dans mon projet. Ici, j'ai affaire à une image qui représente le premier nombre de la première variation de mon calcul. Et puis j'ai fait la même chose avec les réponses. Regardez, si je sélectionne ici la réponse numéro 2, elle a un nom, elle s'appelle IMG Answer V102. IMG parce que c'est une image, Answer parce que ça représente une réponse, hein. Answer ça veut dire réponse en anglais, V1 parce que je suis sur la variation 1 de mon projet, 0,2, eh ben ça c'est la valeur de la réponse du nombre ici que l'on peut glisser. Et donc j'ai donné ici des noms, d'ailleurs on peut le voir différemment ici dans le plan de montage. Si vous regardez mes réponses qui sont là, eh bien vous allez constater que toutes mes images ont le même nom, donc IMG, Answer V100, Answer V101, Answer V102. Donc je suis bien sur la variation 1 de mon calcul,
Et puis j'ai ici 20 images qui sont chacune nommées. Et bien sûr, j'ai fait exactement le même travail sur les deux autres variations. Par exemple, ici, je suis sur la variation numéro 3. Eh bien, j'ai donné des noms à tous ces objets. Je l'appelle par exemple ici IMG Answer V3 5. Donc, Answer parce que c'est une réponse, V3 parce que je suis sur la variation 3, et 5, c'est tout simplement la valeur du nombre qui est écrit sur cette image. Hein. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Tout ça est clair? Donc, voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de truc hyper avancé dans Captivate. C'est simplement un travail, je dirais, préparatoire. Donc, c'est être très, très précis et consistant dans le fait de nommer ces objets et le fait également de créer, vous voyez, des étapes pour ces différents objets. OK? Je peux passer à l'étape suivante? Tout va bien pour tout le monde? N'hésitez pas à interagir là dans la conversation, comme ça vous donnez un petit feedback sur vos impressions. OK, super. Alors, l'étape suivante, là on va commencer avec des choses un peu plus avancées, voire même très beaucoup plus avancées, parce que c'est ici qu'on va introduire le côté aléatoire du jeu. Donc je vais devoir choisir ici deux nombres aléatoires à chaque fois que je propose un calcul. Alors, quand est-ce que je propose un calcul? Eh bien, en fait, je propose un calcul quand je rentre sur la diapositive numéro 3, c'est-à-dire sur la variation 1 de mon exercice, quand je rentre sur la diapositive numéro 2, et quand je rentre sur la diapositive numéro 3. Donc, à chacun de ces trois moments-là, je vais devoir demander à Captivate de choisir aléatoirement deux nombres entre 0 et 10. Malheureusement, il n'y a pas de générateur de nombres aléatoires dans Captivate. Mais heureusement, il y en a un dans le JavaScript. Et heureusement, numéro 2, on peut interfacer du JavaScript avec Captivate. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font un petit peu de JavaScript? Si vous pouvez juste me donner la réponse au niveau de la conversation. Voilà, Nicolas fait un peu de JavaScript, Anne-Sophie aussi. Voilà, il y a d'autres personnes qui n'en font pas. Alors pour ceux qui ne font pas de JavaScript, ce que je vais vous montrer maintenant va vous paraître peut-être un petit peu intimidant. Pour les autres, ça va être super facile. N'ayez pas peur. Hein. Donc ici, nous avons du code. Voilà, comment est-ce qu'on fait encore pour mettre ça en plus grand? Je ne sais plus maintenant, j'ai un trou. C'est CTRL+, je pense. Non, c'est pas ça. Je voudrais agrandir la police. Ah voilà, c'est ça, CTRL+, voilà, la police de caractères. Comme ça, vous le voyez mieux. Ça va? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une toute petite fonction JavaScript qui s'appelle random number. Donc, ça veut dire en anglais un nombre aléatoire. Cette fonction, elle va prendre trois paramètres. Je vais lui donner le nom d'une variable Captivate. Je vais lui donner un nombre minimum qui est égal par défaut à 0 et un nombre maximum qui est égal par défaut à 10. Alors pour ceux qui ne font pas de JavaScript, toutes les lignes en vert qui commencent par deux barres obliques, ce sont des commentaires. Ça veut dire que ce sont des lignes qui sont là pour nous expliquer ce qui se passe, mais qui ne font pas partie finalement du script qui sera exécuté. Donc j'ai finalement deux lignes de code intéressantes ici, c'est la ligne numéro 3 et la ligne numéro 6. Alors au niveau de la ligne numéro 3, je vais utiliser la fonction math.random du JavaScript pour créer un nombre aléatoire. Et puis je fais quelques opérations mathématiques, notamment ici avec math.floor, je vais faire un arrondi du nombre qui a été trouvé, parce que JavaScript, par défaut, il va me trouver un nombre avec plein de virgules, ça ne m'intéresse pas. Et puis je vais donc stocker le résultat dans cette variable qui s'appelle randnum. Donc ici, je vais choisir en fait un nombre aléatoire entre 0 et 10. La deuxième étape, c'est d'envoyer le nombre qui a été choisi par JavaScript, c'est de l'envoyer dans Captivate. Et pour ça, je vais utiliser ici un objet qui s'appelle CP API Interface. Alors pour ceux qui ne font pas de JavaScript, c'est un petit peu du chinois, mais pour ceux qui font du JavaScript, eh bien, il s'agit d'un objet qui est généré par Captivate et qui vous permet en fait d'interfacer votre application JavaScript avec votre application Captivate. Et donc là-dedans, j'ai une fonction qui s'appelle setVariableValue. Et donc, je vais tout simplement envoyer le nombre aléatoire que j'ai choisi ici, je vais l'envoyer dans mon application Captivate et le rendre disponible dans une variable dont je passe le nom ici à cette fonction. Alors, comment mettre ça en place dans Captivate? Ben, je vais prendre ce code, je vais le copier, voilà,
et je vais aller sur ma diapositive numéro 1. Et sur ma diapositive numéro 1, dans le panneau des propriétés, je vais me rendre dans le panneau des actions qui se trouve ici, et je vais dire, quand je rentre sur cette diapositive, eh bien, je vais exécuter du JavaScript, voilà, et le JavaScript que je vais exécuter, eh bien, je vais tout simplement coller ce que j'ai copié dans mon éditeur de code. Je vais faire OK, voilà, et grâce à cela, ma fonction random number que j'ai écrite en JavaScript devient disponible ici à l'intérieur de mon projet. Alors, je vous ai dit, je dois choisir deux nombres aléatoires quand je rentre sur la diapositive numéro 3, sur la diapositive numéro 4 et sur la diapositive numéro 5. Donc, quand je rentre sur la diapositive numéro 3, au niveau de mon panneau des propriétés, regardez, je vais exécuter une action lorsque je rentre sur cette diapositive, c'est-à-dire lorsque la tête de lecture va entrer sur cette diapositive numéro 3. Cette action, je l'ai appelée Initialize V1, initialiser la variation 1 de mon projet. Et que fait-elle cette action? C'est une action qui est assez grande, elle prend du temps à se charger. Voilà, alors que fait-elle cette action? Regardez, je vais exécuter du JavaScript. Regardez ce que je fais ici. Je vais appeler ma fonction random number. Vous voyez? Et je vais lui passer les trois paramètres. Donc, rappelez-vous, le premier paramètre, c'est le nom d'une variable Captivate. Ici, ma variable, je l'ai appelée vinum1. Le deuxième paramètre, c'est le nombre minimum, et le troisième paramètre, c'est le nombre maximum. Donc, je demande ici, à mon JavaScript, de choisir un nombre aléatoire entre 1 et 10, et de le rendre disponible dans le Captivate sous le nom vinum1, sous la variable vinum1. Je fais ça deux fois, parce que je dois choisir deux nombres. Alors c'est exactement la même chose, sauf que la deuxième fois, la variable, c'est la variable vinum2. Alors évidemment, au préalable, je vais cliquer sur annuler ici, j'ai été créé dans Captivate ces variables. Ici, j'ai une variable que j'ai appelée vinum1 et une que j'ai appelée vinum2. Vous voyez que par défaut, elles sont égales ici à 0. Donc ça, ce sont deux variables que j'ai créées moi-même au niveau de mon projet. Et donc ici, dans cette action, je vais demander au JavaScript de donner des valeurs aléatoires à ces variables entre 1 et 10. Ensuite, je vais regarder quelle est la valeur de vinum1, c'est-à-dire quel est le premier des deux nombres aléatoires que j'ai été chercher en JavaScript. Et si c'est égal à 0, eh bien je vais modifier l'état de cette image pour aller à l'état normal. Si vinum1 est égal à 1, je vais mettre cette image à l'état 1. Si vinum1 est égal à 2, je vais mettre cette image à l'état 2. Et ainsi de suite. Vous voyez que j'ai ici plein d'onglets au-dessus. Donc je vais vérifier les 10 valeurs possibles pour ma variable vinum1, puisque ça peut être entre 1 et 10. Et en fonction de la valeur détectée, eh bien, je vais aller vers le bon état de cette image pour donc afficher le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, etc. D'accord? Je vais faire la même chose avec le deuxième nombre. Donc, comme j'ai choisi deux nombres aléatoires, j'ai ici le nombre vinum2, c'est donc un nombre entre 0 et 1, ou entre 1 et 10. Puis j'ai regardé, ben voilà, si c'est égal à 0, je vais mettre ma deuxième image à l'état normal. Si c'est égal à 1, je vais mettre ma deuxième image à l'état 1. Si c'est égal à 2, je vais mettre ma deuxième image à l'état 2, etc., etc. Et donc ici, eh bien, je vais donc afficher deux nombres aléatoires entre 1 et 10. OK? Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais tester ceci en HTML5 dans mon navigateur. C'est le moment, c'est l'instant. J'espère que je n'ai pas fait de faute de frappe quelque part, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et tout à fait entre nous, je suis le spécialiste des fautes de frappe. Donc, c'est mal barré. Alors, donc voilà ici le début de mon projet qui ne démarre pas, je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être ici, projet éditeur d'habillage. Je vais afficher, voilà, la barre ici avec les commandes. Comme ça, je pourrais passer aux autres diapositives facilement. Voilà. Donc ici, mon projet commence. Voilà. Donc je démarre. Et vous allez voir voilà, j'ai ici donc deux nombres aléatoires qui ont été choisis par mon JavaScript.
Même chose ici quand je passe sur la variation suivante. Vous avez deux nombres aléatoires qui ont été choisis par mon JavaScript. Même chose quand je passe sur la variation suivante. J'ai deux nombres aléatoires qui ont été choisis. Et donc, je vais utiliser cette action pour mettre ces deux images dans l'état qu'il faut, hein, si vous voulez. D'accord? Si je reviens sur la diapositive précédente, vous voyez que je choisis deux nombres différents. Si je reviens encore sur la diapositive ici, numéro 3, c'est-à-dire la première variation, vous voyez que chaque fois j'ai des nombres différents. Autrement dit, mon JavaScript fonctionne et me permet ici de choisir chaque fois deux nombres aléatoires. Alors, il y a une petite chose supplémentaire que je dois faire pour ma variation 2 et ma variation 3. En effet, sur mes variations 2 et 3, eh bien, je dois être certain que le nombre aléatoire le plus élevé soit toujours ici celui qui se trouve tout à fait à droite après le égal. Sinon, mon calcul n'est pas possible. Hein. Si par exemple, si je choisis 2 et 9, si je mets 9 ici en première position et 2 après le égal, mon addition ne peut pas fonctionner. Donc là, je vais avoir une petite logique supplémentaire pour voir parmi les deux nombres aléatoires qui ont été choisis, lequel est le plus élevé, et m'assurer que ce soit toujours celui qui se trouve après le égal. Alors comment j'ai réalisé cela? Eh bien regardez, j'ai tout simplement au niveau de la diapositive créé une action que j'ai appelée ici initialiser la variation 2 de mon projet. Voilà. Et en fait, c'est quasiment la même chose que l'autre, il y a juste un petit truc en plus, vous allez voir. Voilà, donc ici, j'exécute mon JavaScript et je vais chercher de nouveau deux nombres aléatoires. Mais regardez, je ne vais pas les mettre dans les mêmes variables. J'ai créé deux variables supplémentaires que j'ai appelées vpict1 et vpict2. To pick en anglais, ça veut dire choisir. Donc c'est le premier nombre choisi et le deuxième nombre choisi. Et puis ici, j'ai mis une petite logique supplémentaire. Je regarde lequel des deux est le plus élevé. Donc si le nombre 1 qui a été choisi est supérieur au nombre 2, eh bien alors, je vais affecter vnum1 avec la valeur de vpict1 et vnum, ou l'inverse. Et puis si ce n'est pas supérieur, regardez, j'affecte tout simplement les variables de cette façon-là. Donc j'ai ici des variables intermédiaires que j'ai appelées vpict1 et vpict2, tout simplement parce que je dois toujours m'assurer que vnum1 est supérieur à vnum2, doit toujours être supérieur à vnum1 sur les variations 2 et 3 de mon projet. Hein. Voilà, donc le reste est exactement le même. Voilà, je vous avais dit que c'était un petit peu plus avancé que d'habitude, donc vous avez ici la confirmation, mais je crois que vous avez l'idée, hein, donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec du JavaScript en Captivate, ce qu'on peut faire avec des actions avancées. Vous voyez qu'on peut aller finalement assez loin avec tout cela. Donc ici, j'ai introduit dans mon projet quelque chose d'aléatoire, quelque chose d'un peu ludique qui va me permettre de faire ici une série de calculs. L'étape suivante, eh bien, c'est de permettre à mon apprenant de répondre à ma question. Donc ici, quand je rentre sur la diapositive, j'ai donc deux nombres aléatoires que je choisis qui s'affichent au niveau de mon calcul. Maintenant, je dois pouvoir répondre. Pour répondre à la question, j'ai donc ici 20 nombres qui sont ici dans le fond. Et donc, rappelez-vous, on peut glisser ces nombres dans cette zone-là. Donc, je vais devoir définir une interaction glisser-déposer. Donc, pour ça, dans Captivate, j'ai ici le bouton interaction. Je vais dans interaction glisser-déposer. Voilà. Vous avez déjà fait des interactions glisser-déposer dans Captivate? Vous pouvez toujours me répondre toujours dans la conversation. Hein. Voilà. Oui, Dominique a déjà fait des interactions glisser-déposer. Lisiane aussi. Ok, donc là, vous êtes en terrain connu. Hein. Donc, vous savez, quand on fait des interactions glisser-déposer, on a ici un assistant avec 3 étapes. Première étape, on doit spécifier les sources du glissement. Eh bien, mes sources de glissement, ce sera tout simplement ici mes 20 images, mes 20 objets. Voilà, je vais prendre le temps de tous les sélectionner. Et vous voyez que quand je sélectionne ces différents objets, eh bien, il y a une bordure verte autour. C'est ça qui symbolise le fait que ce sont des sources de glissement. Étape suivante, je vais devoir choisir maintenant les cibles de dépôt. La cible de dépôt, c'est l'objet sur lequel je peux déposer ces nombres, c'est-à-dire que c'est cet objet-ci, et lui, on l'identifie avec une bordure bleue. Dernière étape, je vais devoir montrer les bonnes réponses. Alors, c'est là, que nous allons dire, finalement, je peux glisser tous ces éléments ici
au niveau de cette cible de dépôt. Donc, je vais pouvoir dire à Captivate que finalement, toutes les réponses sont possibles. En effet, au moment où je suis en train de définir ici cette interaction glisser-déposer, ben, je ne connais pas la bonne réponse, puisqu'elle va dépendre des nombres que le JavaScript va choisir de manière aléatoire. Autrement dit, la logique interne ici de cette interaction glisser-déposer, eh bien, je vais devoir la remplacer par ma logique à moi, puisque ben, je ne sais pas dire ici au moment où je définis mon interaction glisser-déposer, quelle sera la bonne réponse. En fonction des nombres choisis, n'importe laquelle de ces 20 images peut tour à tour être la bonne réponse. Voilà, j'ai fait les 3 étapes de l'assistant, je clique sur terminer, et j'ai donc ici mon interaction glisser-déposer qui a été définie. Alors, j'ai quelques options supplémentaires dans le panneau glisser-déposer qui est arrivé là. Donc, ce sont des options auxquelles l'assistant ne me donne pas forcément accès. Par exemple, je n'ai pas envie d'afficher des légendes d'échecs ou des légendes de succès. Vous voyez que les captions, comment on dit ça en français, les zones de texte vertes et bleues, vertes et rouges, pardon, sont désactivées ici. Mon bouton envoyer, qui est ici dans le fond, ben, je vais le mettre ici au milieu, voilà. Et puis surtout, dans mon panneau glisser-déposer, j'ai envie également d'avoir un bouton réinitialiser. Voilà, je vais le cocher et je vais le mettre ici quelque part. C'est celui qui va me permettre de changer ma réponse. OK ? Voilà, donc j'ai ici défini mes interactions glisser-déposer. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà en fait défini ces interactions ici sur les autres variations de mon projet. Donc c'est toujours la même procédure. Hein. Voilà, donc ça c'est également une partie, je dirais, facile, puisque les interactions glisser-déposer dans Captivate, on va les retrouver de manière native. Alors une fois que ça c'est fait, donc voilà, je vais passer ici à l'étape suivante. Donc, où est-ce que j'en suis? Je peux choisir des nombres aléatoires à chaque fois que je rentre ici sur un calcul. Je peux afficher ces nombres aléatoires en utilisant les états d'objet de Captivate. Et puis ici, je peux maintenant répondre. Je peux donc glisser ces 20 réponses sur l'objet qui se trouve ici pour pouvoir répondre à ma question. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, la logique interne, par défaut de cette interaction glisser-déposer, ben ne va mettre d'aucune aide ici. En fait, pour Captivate, la bonne réponse, c'est quand les 20 images se trouvent sur cet objet. C'est ça que ça veut dire ici, toutes les flèches bleues qui vont à cet endroit-là. Or, dans mon cas, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Au niveau de mon calcul, ben, il n'y a jamais qu'une seule de ces images qui sera la bonne réponse. Simplement, je ne sais pas encore laquelle. Alors, comment je vais faire pour calculer les points? Eh bien, je vais aller créer dans mon projet une variable, et même 2 variables. Il y a une variable ici que je vais appeler answer. Ça, c'est la réponse que l'étudiant va me donner. D'accord? Non, c'est l'inverse en fait. Je suis en train de me planter. Voilà, donc en fait, je ne sais plus maintenant. On va aller voir après, c'est pas grave. Donc, j'ai ici 2 variables, vAnswer. Ça, c'est la réponse que l'étudiant va me donner. Et puis, j'ai la variable vResult. C'est le résultat attendu de la réponse, c'est-à-dire la bonne réponse. Donc, j'ai ici ces 2 variables-là. Alors, comment je vais faire pour leur redonner leur valeur à ces variables? Eh bien, regardez. Je vais sélectionner ici ma cible de dépôt, c'est-à-dire l'objet sur lequel je vais mettre la réponse. Et dans le panneau glisser-déposer, au niveau de l'onglet Format, j'ai un bouton qui s'appelle ici « Action sur les objets ». Je clique dessus et regardez ce que j'ai fait ici. Vous allez retrouver le nom des 20 images que l'on peut glisser sur cette cible de dépôt. Je vous rappelle l'importance de donner des noms à ces images. Vous voyez ici, on a pris le temps de bien nommer tous ces objets et on va du coup gagner beaucoup de temps pour cette étape-ci puisque je peux directement, par exemple, IMG Unsurvey 100, ben je sais que c'est l'image du 0 qui se trouve ici derrière. Qu'est-ce que je fais si je glisse cette image du 0 sur ma cible de dépôt? Eh bien, je vais affecter à la variable vResult la valeur 0. Donc, result, c'est
la réponse que l'étudiant me donne. Et donc, vous allez voir qu'en fonction de l'image qu'on va mettre sur cet élément-là, par exemple, si je prends l'image numéro 5, ici, eh bien, vous allez voir que vResults aura la valeur 5. C'est la réponse que l'étudiant m'a donnée. D'accord? Donc, voilà comment je fais pour donner une valeur à cette variable-là. Maintenant, l'autre variable, la variable answer, eh bien, elle, regardez ce qui se passe. Quand je clique sur le bouton Submit ou sur le bouton Envoyer, au niveau de Captivate, ce sera toujours une mauvaise réponse, puisque je vous rappelle que la bonne réponse dans la petite tête de Captivate, c'est quand les 20 images seraient sur la zone orange, ce qui normalement ne se passera jamais. Donc ici, je vais substituer ma propre logique à celle de Captivate. Et donc j'ai créé une action que j'ai appelée Process V1 Answer, donc tout process, donc traiter la réponse de la variation 1 du calcul. Et qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, regardez. Je vais tout simplement additionner le nombre 1 et le nombre 2. Donc, rappelez-vous, ce sont les deux nombres qui ont été choisis de manière aléatoire par le JavaScript. Et ça va me donner la valeur de vAnswer, c'est-à-dire la bonne réponse. Ensuite, je vais me demander, est-ce que vAnswer, c'est-à-dire est-ce que la bonne réponse, est égale à vResult, c'est-à-dire la réponse qui a été donnée par l'étudiant. Si oui, j'incrémente le score de 1 pour calculer les points, et puis je montre le feedback positif, c'est-à-dire le petit message vert. Si vAnswer, la réponse qui est attendue, n'est pas égale à la réponse qui a été fournie, n'est pas égale à vResult, alors j'affiche le feedback en rouge, pour dire que ce n'est pas la bonne réponse. Et je n'incrémente pas la variable score de 1. Voilà, c'est tout bête. Vous voyez, c'est comme ça qu'on calcule les points. OK? Donc, et j'ai fait ça pour chaque variation. Vous voyez ici, j'ai process V2 answer. Voilà, je fais ça. Et ici, la réponse, c'est le nombre 2 moins le nombre 1. Donc, la logique est un tout petit peu différente, mais l'idée est la même. Donc ici, je vais simplement regarder si la réponse attendue est égale à la réponse fournie. Si c'est le cas, j'incrémente le score de 1 et j'affiche le bon feedback vert. Si ce n'est pas le cas, j'incrémente pas le score de 1 et j'affiche le feedback rouge. OK? Tout va bien jusqu'ici. Donc ça, c'est comme ça que je calcule les points. C'est comme ça que je mets en place le score. Alors, pour pouvoir maintenant afficher le score, vous voyez qu'ici, c'est très simple, je vais afficher la variable, la valeur de la variable vScore. Donc, cette variable, sa valeur va évoluer pendant le jeu. Donc, au départ, c'est 0. Et puis, au fur et à mesure des bonnes réponses, ça va devenir 1, 2, 3, etc. Et ça va s'afficher ici tout seul. Maintenant, pour ce qui est de cette image-ci, regardez ce que j'ai fait. Lorsque je rentre sur la diapositive numéro 3, rappelez-vous qu'il y a une action qui est exécutée, qui s'appelle ici process, c'est pas celle-là, c'est l'action Initialize V1. Qu'est-ce que je fais avec Initialize V1? Je vais faire quelques petites choses supplémentaires. Donc, non seulement je vais aller choisir deux nombres aléatoires, ça on l'a déjà vu, attendre que ça apparaisse ici, mais regardez ce que je vais faire également. En fonction du score, donc si le score est entre 0 et 2, eh bien, je vais modifier l'état de cette image-ci, donc celle avec la petite aiguille, pour mettre l'aiguille sur le monsieur rouge qui est ici. Si le score est entre 3 et 4, alors je vais passer à l'état de l'image où la petite aiguille est sur le monsieur orange foncé. Si le score est entre 5 et 6, eh bien, je vais tout simplement passer sur l'état de l'image où la petite aiguille est sur le monsieur qui est en jaune ici, etc., etc. Donc vous voyez, j'ai rajouté ici quelques petites logiques, qui est toujours la même en fait, où j'examine la valeur de cette variable vScore, et en fonction de la valeur, eh bien, je mets l'aiguille au bon endroit sur le bon petit monsieur avec la bonne couleur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait monter le score pendant le jeu. Alors maintenant, donc je peux choisir des nombres aléatoires avec le JavaScript. Je peux afficher ces nombres aléatoires ici avec des états d'objets. Grâce aux interactions glisser-déposer, je peux permettre donc à la personne de répondre à la question. Je peux également, grâce à mes deux variables vAnswer et vResult,
je peux voir quel est le résultat que l'on m'a donné, donc la réponse que l'on m'a donnée, le résultat attendu, les comparer et calculer un score. Dernière chose, comment vais-je faire pour avancer dans le jeu? Eh bien, c'est là que vont intervenir les messages de feedback. Donc, les messages de feedback qui sont ici dans le fond. Voilà. Donc, il y en a deux. Il y a un message vert ou un message rouge. Et donc, ces deux messages, ils sont cachés par défaut. Regardez, si je sélectionne ici ce message, ce groupe, vous voyez qu'il est caché. Le petit œil ici est barré. Ça veut dire que ce n'est pas visible en sortie pour l'apprenant. Vous avez vu qu'il y a une action avancée qui est exécutée ici au moment où je clique sur le bouton Submit du glisser-déposer, qui va donc révéler soit le message vert, soit le message rouge. Et dans ce message vert ou rouge, eh bien, j'ai un bouton Continue. Et ce bouton, que fait-il? Eh bien, il exécute une action de nouveau. Et cette action s'appelle Go to Next Question V1, V2. Donc, je vais à la question suivante. Alors ici, le problème que j'ai, c'est que je dois limiter le nombre de calculs que je propose à 10. Donc, je vais devoir compter le nombre d'équations que je soumets à l'apprenant. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé une nouvelle variable que j'ai appelée vAnswers au pluriel. Et vous voyez qu'au tout début, cette variable est égale à 0, puisque l'apprenant n'a pas encore répondu encore à aucune question. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici avec le bouton Continue? Eh bien, quand je clique sur le bouton Continue, je vais regarder si vAnswers est égal à 10. Est-ce que l'apprenant a déjà répondu à 10 questions? Si oui, eh ben alors je vais à la diapositive End. C'est la diapositive numéro 6 qui se trouve ici. Sur cette diapositive, je vais montrer le score final de l'exercice. Si vAnswers n'est pas égal à 10, donc si on n'a pas encore proposé 10 calculs à l'apprenant, eh bien dans ce cas-là, je vais tout simplement accéder à la diapositive suivante. Donc, je vais aller de ma variation 1 à ma variation 2, ou de ma variation 2 à ma variation 3. Et lorsque je rentre sur cette diapositive, j'ai encore été mettre une petite chose supplémentaire ici sur l'action qui est exécutée lorsque l'on rentre sur ces diapositives. Regardez, on va attendre qu'elle se charge. Voilà, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement, c'est pas encore présent ici. Voilà, en fait, je vais tout simplement incrémenter vAnswers de 1. Donc, je vais augmenter la variable de vAnswers au pluriel pour simplement compter. Je ne vais pas le faire ici parce que sinon je risque de tout faire foirer, mais je vais augmenter le nombre vAnswers, donc qui est égal à 0 au départ. À chaque fois que je réponds à un calcul, eh bien, j'augmente la valeur de cette variable, et une fois qu'elle sera égale à 10, eh bien, je ne vais plus simplement passer à la diapositive suivante, mais je vais directement aller à la diapositive de fin. C'est un tout petit peu différent pour la variation numéro 3. En effet, ici, lorsque je réponds au calcul, je ne dois pas envoyer l'étudiant sur la diapositive suivante, mais je dois renvoyer l'étudiant sur la variation numéro 1. Donc là, l'action est un tout petit peu différente. Donc ça me permet de tourner en boucle entre mes 3 variations jusqu'au moment où j'ai répondu à 10 calculs. Et à ce moment-là, je vais me retrouver sur cette diapositive-ci. Okay. Sur cette diapositive-ci, j'ai 2 boutons. Le bouton Exit Game qui va à la diapositive suivante. La diapositive suivante, c'est tout simplement un petit message qui dit au revoir. Et puis, le bouton Start New Game pour démarrer un nouveau jeu. Et que fait-il celui-là? Eh bien, il exécute une action que j'ai appelée Start New Game. Et regardez, c'est une action qui est toute simple. Je remets le score à 0 et je vais sur la variation numéro 1. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je vais rentrer sur la variation numéro 1? Eh bien, c'est rebelote, c'est parti pour un tour. Donc, je vais choisir 2 nombres aléatoires avec mon JavaScript, je vais les afficher, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu comment ce jeu a été construit. On fait appel ici, donc mon objectif quand j'ai créé ce jeu, c'était d'utiliser le plus possible les options avancées de Captivate. L'idée c'était de montrer ce qu'on peut faire
jusqu'où on peut aller dans la logique d'un jeu avec Captivate. Vous voyez que j'ai utilisé ici énormément d'actions avancées, de variables, etc. Et d'utiliser le moins possible de JavaScript. Donc j'ai utilisé 2 petites lignes de JavaScript pour pouvoir choisir des nombres aléatoires. C'est juste la petite touch qui me manquait pour avoir ici quelque chose de ludique et apporter ce côté aléatoire justement au jeu. Un jeu, forcément, quelque part c'est aléatoire. Voilà, moi je suis arrivé au bout de ma présentation, mais je n'ai pas dépassé trop finalement. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ?